Bonjour les amis, je vous propose, comme promis, la revue de presse numéro 2 et nous allons voir maintenant quel sera le programme de cette revue de presse. Alors tout d'abord, nous allons parler des départs en vacances et du budget des Français. Puis, toujours en relation avec les vacances, les grèves à Air France. Troisième point, l'assassinat du Premier ministre au Japon et une réflexion sur le port des armes. Numéro 4, le projet de loi sur le pouvoir d'achat en France. Numéro 5, la violence dans le sport et la condamnation du père d'un footballeur. Numéro 6, la crise dans les crèches. Numéro 7, le menu végétarien dans les cantines, notamment à Grenoble. Numéro 8, un enfant tué par une trottinette à Nice. Et numéro 9, les feux sur la dune du Pilat en Gironde. Alors pourquoi une revue de presse? Tout simplement parce que la culture générale est essentielle si vous voulez travailler pour le DALF, notamment le DALF C1 et le DALF C2, mais également pour d'autres concours, d'autres examens, pour l'université, pour des écoles supérieures. Il vous est souvent demandé de répondre à des questions de culture générale. Donc il est très important que vous suiviez régulièrement les actualités afin de pouvoir répondre aux questions qui pourraient vous être posées. Et puis pour le DALF, évidemment, ces événements vont vous servir d'arguments, vont vous servir très souvent d'éléments déclencheurs pour pouvoir parler d'un sujet et le contextualiser dans l'actualité actuelle, tout simplement. Actualité actuelle, ça fait un petit peu redondant, mais dans l'actualité. Alors au cours de ces revues de presse, celles que je vous ai déjà proposées la semaine dernière, celles que je vous propose cette semaine, mais également toutes celles que je vais vous proposer dans les prochaines semaines, puisque j'en proposerai une toutes les semaines, je ferai allusion, je m'intéresserai à tous les thèmes de l'actualité, que ce soit la culture, que ce soit la société, que ce soit l'économie, que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie, que ce soit l'environnement, etc., etc. Il n'y a que trois thèmes, ou deux thèmes, dont je ne parlerai pas, c'est la politique et la religion. Ce sont des thèmes auxquels je ne ferai jamais allusion parce qu'ils sont trop polémiques et de toute façon, très souvent, ils ne sont pas abordés dans les sujets de DALF qui vous sont proposés. Je me limiterai systématiquement chaque semaine à 8 à 10 événements qui ont eu lieu au cours de la semaine parce que cela représente un très gros travail et je ne peux pas non plus développer trop de sujets et faire des vidéos beaucoup trop longues. Je précise que ces revues de presse sont, à partir de celle-ci, à partir de la numéro 2, uniquement réservées aux souscripteurs de niveau 3, c'est-à-dire les personnes qui payent au moins 14,99 € par mois. Alors, quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées? Je l'ai dit, toutes celles et ceux qui se préparent pour le DELF ou plus particulièrement pour le DALF, puisque la contextualisation est extrêmement importante si vous présentez un sujet pour le DALF. Et pourquoi ces revues de presse vont vous être utiles? Vont-elles vous être utiles? Tout simplement parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas en France. Et l'accès aux journaux, l'accès à l'information n'est pas toujours facile. Et donc moi, j'ai accès direct à cette information, à ces revues, à ces journaux, et donc je peux vous rapporter un petit peu ces informations. Donc cela vous fait gagner énormément de temps. Et pour beaucoup d'entre vous, cette préparation du DALF, c'est justement un manque de temps qui est le plus important. Et donc cela vous permet de gagner du temps et de prendre de l'avance dans vos préparations. Et puis, c'est vrai qu'il est possible
d'avoir accès à certains journaux sur Internet, mais malheureusement, depuis quelques mois, ou depuis même maintenant plus d'un an, il est de plus en plus difficile d'avoir accès à ces journaux, tout simplement parce que les articles qui sont proposés sont de plus en plus payants. Et donc, il faut payer un abonnement pour avoir accès à ces articles où vous avez accès aux 10 premières lignes avec des pubs partout. Et c'est très très compliqué pour pouvoir avoir accès à des documents récents et complets. Donc voilà pourquoi je vous propose ce genre d'informations. Et puis il y a certains d'entre vous, dans certains pays, qui n'ont pas forcément accès, qui n'avaient pas forcément accès à cette information parce que c'est limité, les droits d'accès sont limités, et donc ça peut être là encore une complication supplémentaire. Donc voilà pourquoi ces revues de presse peuvent vous être utiles. Première partie, les départs en vacances. Depuis le 7 ou 8 juillet ou 9 juillet, les cours à l'école sont terminés et donc beaucoup de familles sont parties en vacances comme tous les ans. Et qui dit vacances dit argent, puisqu'évidemment il faut payer les hôtels, les restaurants, les campings, l'essence dans la voiture, etc. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans le contexte économique actuel, ces départs en vacances sont synonymes de grosses difficultés financières pour beaucoup de Français, parce que le pouvoir d'achat, avec la hausse des prix à la consommation, la hausse des prix de l'énergie, notamment de l'essence, ont fait que le pouvoir d'achat est en chute libre pour les Français. Et donc, ils sont obligés de éventuellement réduire le temps de vacances. Au lieu de partir 3 semaines, ils ne vont partir que 15 jours ou une semaine. Réduire la distance qui les mène sur leur lieu de vacances. Au lieu de partir en Espagne ou en Italie ou en Grèce, ils vont rester en France et partir et rester local, donc faire des vacances locales qui coûtent beaucoup moins cher. On le remarque également, par exemple, avec les camping-cars. Les camping-cars qui consomment beaucoup d'essence et les camping-caristes, comme on les appelle, vont de moins en moins loin et restent sur place plus longtemps pour profiter du lieu et donc évitent l'itinérance d'un endroit à l'autre. Donc ça, c'est une évolution un petit peu des loisirs, hein, une évolution du style de vacances chez les Français cette année. Alors les loisirs, c'est toujours évidemment la mer d'un côté, la montagne de l'autre. Nous avons les deux en France, nous avons la chance d'avoir les deux en France. Nous avons la mer, nous avons plusieurs mers, hein. Nous avons la Manche au nord, l'Atlantique, l'océan Atlantique, qui est très privilégié par les touristes. J'en reparlerai tout à l'heure quand je vous parlerai de la dune du Pilat. Et puis vous avez évidemment la Méditerranée, qui est beaucoup plus chaude, qui attire également énormément de monde. Donc voilà un petit peu pour les lieux de vacances des Français. Alors évidemment, les thèmes communs à ce sujet, ce sont le pouvoir d'achat, ce sont les loisirs des Français, mais ce sont également les transports, avec notamment la hausse du prix de l'énergie. Est-ce qu'il va falloir redévelopper un petit peu ces voitures électriques pour réduire la consommation d'essence? Et puis donc, les vacances en France, la culture, quels sont les types de loisirs que vous pouvez faire en France? Quels sont les lieux que vous pouvez visiter en France? Je vous en ferai découvrir quelques-uns au fur et à mesure des revues de presse que je vais vous proposer. Je vous ferai découvrir des lieux privilégiés par les Français pour partir en vacances. Deuxième sujet, les grèves à Air France. Et oui, les transports français sont très souvent, malheureusement, synonymes de grève. Et Air France a profité de ce départ en vacances pour justement faire grève à ce moment-là, pour embêter le plus
de monde possible et pour pouvoir avoir une réponse la plus rapide possible de l'État. Donc ils prennent un petit peu l'État en otage, et en même temps évidemment les Français, en mettant systématiquement une grève le jour du départ en vacances pour que immédiatement l'État accepte les revendications des grévistes et évite ainsi donc aux Français de se retrouver bloqués dans les aéroports, dans les gares, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un gros problème en France, cette superpuissance, on va dire, des fonctionnaires, et notamment des transporteurs, qui profitent de leur situation privilégiée pour imposer leurs lois à l'État et imposer leurs lois donc aux autres Français en faisant systématiquement grève quand les Français ont besoin de se déplacer. Donc ça, c'est un sujet sur lequel vous pouvez réfléchir. Est-ce que c'est la même chose dans votre pays? Est-ce que les transports publics ont le droit de faire grève? Doivent-ils prévenir à l'avance? Doivent-ils faire des préavis de grève, ce que l'on appelle? Est-ce qu'ils doivent fournir un service minimum pour que tout ne soit pas bloqué? Donc vous pouvez réfléchir un petit peu à ce sujet. Et donc, un autre problème lié à la France, c'est cette différence qu'il peut y avoir de droit en fonction du fait que vous soyez que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé par l'État ou que vous soyez dans une entreprise privée, parce que évidemment, moi, en tant que prof, si je décide de faire grève tout seul, personne ne s'en inquiète, personne ne s'intéresse à mon problème, alors que quand un groupe social fait grève et bloque toute la France, tout le monde s'y intéresse. Donc il y a évidemment un problème avec cette égalité, fraternité, liberté qui est le symbole de la France, qui n'est pas réellement existant dans ces situations-là. Vous en avez certainement entendu parler, le Premier ministre japonais a été assassiné pendant une conférence, pendant un discours en pleine rue, par un homme qui en fait a créé, a fabriqué une arme avec les moyens du bord, tout simplement parce qu'au Japon, il est extrêmement difficile d'obtenir une arme. Il faut passer des épreuves psychologiques, des épreuves physiques, il faut avoir l'accord des voisins, il faut avoir un nombre, même si vous avez une arme, vous n'avez le droit qu'à un nombre précis de munitions, de balles, vous devez l'enfermer dans un coffre, etc., etc. Ce sont des règles extrêmement sévères, extrêmement strictes, pour éviter justement la propagation des armes au Japon, et cela a un effet extraordinaire sur la violence. Alors évidemment, nous avons eu ici un mort par arme à feu, mais c'est exceptionnel. C'est de l'ordre de 1 à 10 personnes, 1 à 10 personnes tuées par arme à feu au Japon par an. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, je ne connais pas les chiffres exacts, mais ça se doit plutôt être 1 à 10 toutes les heures. Donc la différence est énorme parce qu'aux États-Unis, vous avez le premier amendement qui interdit d'empêcher un Américain d'avoir une arme. Donc aujourd'hui, presque tous les Américains ont une arme chez eux, voire plusieurs, voire des dizaines d'armes chez eux. Ils sont surarmés et cela a les conséquences que nous pouvons entendre tous les jours, enfin ou toutes les semaines ou tous les mois. C'est une nouvelle fusillade dans une école, dans une église, dans la rue, dans un restaurant, etc., etc. Des fusillades parce que tout le monde a une arme. Donc, la question qui peut se poser, c'est qui a raison? Est-ce que l'on doit... En France aussi, il y a beaucoup de décès par arme à feu, moins qu'aux États-Unis, mais ça reste quand même très très important. Et est-ce que nous devons suivre l'exemple du Japon et totalement interdire les armes? Mais alors comment faire par exemple avec tous ces chasseurs? La chasse étant autorisée en France, les chasseurs ont de nombreuses armes à feu chez eux. Donc comment faire si l'on décide, si l'État par exemple décidait d'interdire totalement les armes, que faire de toutes ces armes et que deviendrait la chasse en France? Plein de questions
sur lesquels vous devez réfléchir. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure avec la loi, avec le pouvoir d'achat des Français pour les vacances qui approchent, qui sont là maintenant. Et une loi a été votée par le Parlement cette semaine pour justement aider les familles les plus défavorisées. Et donc une loi pouvoir d'achat a été votée par l'Assemblée. Et donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, une aide financière va être accordée à toutes les familles qui sont en difficulté, qui ont un salaire jugé trop bas pour pouvoir s'en sortir financièrement face à la hausse des prix, face à l'inflation, que ce soit les prix de l'alimentaire comme les prix de l'essence, mais également de l'électricité, du gaz, de tout ce qui est énergétique. Donc face à cette hausse et à cette inflation, je le répète, les familles les plus défavorisées auront droit à une aide de l'État. Cela concerne également les prestations sociales qui vont être augmentées, notamment pour les retraités qui vont être augmentées. Alors il y avait un désaccord lors de ce vote à l'Assemblée, il y a eu un désaccord entre les députés. Certains voulaient une hausse, une aide ponctuelle sur la hausse, c'est-à-dire que au mois de septembre ou au mois d'août, on aide les familles les plus défavorisées pour contrer un petit peu cette hausse, et les partis de gauche qui, eux, souhaitaient une hausse directe du SMIG, c'est-à-dire du salaire minimum, mais une hausse se serait répercutée dans les mois suivants, même si les prix avaient rebaissé. Donc, l'État n'a pas voulu mettre en place cette hausse du SMIG pour éviter de mettre les entreprises en danger. Parce qu'une hausse du SMIG, ce sont les entreprises qui payent, ce sont les entreprises qui tous les mois doivent augmenter les salaires de leurs employés. Alors que là, il s'agit d'une aide de l'État et non pas des entreprises. Donc l'État a préféré payer de sa poche plutôt que d'imposer une hausse des salaires aux entreprises. Donc voilà un petit peu la décision qui a été prise ces derniers jours pour aider les familles les plus défavorisées. Violence dans le domaine du sport. Il y a quelques mois, le père d'un joueur semi-professionnel, donc à Rennes, en Bretagne, le père de ce jeune-là a agressé l'entraîneur et le directeur du club, tout simplement parce qu'il considérait que son fils, il ne supportait pas que son fils ne soit pas dans l'équipe première, c'est-à-dire dans l'équipe du niveau le plus élevé du club, parce qu'il considérait que son fils était un génie, un dieu, un futur Mbappé, et donc il ne comprenait pas que l'entraîneur et le club refusent de faire entrer son fils dans l'équipe supérieure. Et donc, cette semaine, ou il y a la semaine dernière, le père a été jugé, il a été condamné, il n'a plus le droit d'assister aux entraînements de son fils, il n'a plus le droit d'entrer sur un stade de foot, enfin dans les tribunes d'un stade de foot, et il a été sanctionné. Il n'a pas encore été sanctionné, la partie financière n'a pas encore été votée, et donc il aura forcément une forte amende à payer à l'entraîneur, qui a toujours il a eu plusieurs côtes cassées, donc ça a été très très violent, et donc il aura forcément une grosse amende à payer à l'entraîneur. Mais ça n'a pas encore été voté. Mais cela pose un gros problème lié. La violence est liée en fait à l'argent. Parce que beaucoup et de plus en plus de parents dans les clubs agressent les entraîneurs, agressent les responsables des clubs, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique sportive mise en place, et ils voudraient que leurs enfants, c'est-à-dire ils voudraient devenir riches grâce au talent de leurs enfants. Et donc, cela pose un gros problème. Est-ce que l'argent n'est pas en train de détruire le sport? Donc voilà un sujet
qui peut être intéressant pour le C1 ou pour le C2, le rôle de l'argent dans le sport, le rôle négatif, évidemment, de l'argent dans le sport. À vous d'y réfléchir. Nouveau sujet, très différent, la crise dans les crèches. Alors vous le savez, les crèches, ce sont ces endroits où les tout petits, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore entrés à l'école, sont placés par leurs parents quand ils vont travailler. Et aujourd'hui, nous avons un gros problème avec les crèches en France, parce qu'il y a de plus en plus de demandes et il y a de moins en moins de places disponibles. Et on se retrouve avec une situation où les crèches sont, on va dire, surpeuplées. Il y a beaucoup trop d'enfants dans les crèches et trop de manque de personnel, et souvent du personnel qualifié. Donc on se retrouve dans des situations où les enfants sont mis en danger parce que le personnel n'est pas assez nombreux ou parce que le personnel n'est pas assez qualifié. Et il y a eu plusieurs problèmes d'enfants qui ont été soit violentés par le personnel, qui n'était pas qualifié, soit blessés parce que il n'y avait pas assez de personnel pour surveiller, et donc il y a eu des accidents suite donc à ce manque de surveillance des enfants. Alors, les crèches, on retrouve un petit peu le même problème dans les crèches que celui que l'on trouve depuis plusieurs années dans les EHPAD, c'est-à-dire dans les maisons de retraite médicalisées, où les gens doivent payer des prix exorbitants pour faire garder ou les aînés dans les EHPAD ou les tout petits dans les crèches. Ils payent des prix exorbitants et ils se rendent compte que le travail fourni par les responsables n'est pas à la hauteur et il y a de gros manquements à la sécurité des enfants. Donc, comment faire? L'État cherche à développer la formation de personnel pour ces crèches, mais il n'y a pas beaucoup de candidats à ces postes, tout simplement parce que les salaires qui sont proposés sont très très faibles. C'est-à-dire qu'une personne qui est à un niveau débutant dans une crèche touche le SMIG, c'est-à-dire en gros 1200, 1300 euros net par mois. On ne peut pas vivre avec un salaire comme ça en France, et donc beaucoup de personnes préfèrent de partir ailleurs, tout simplement parce que le travail est énorme, la responsabilité face à ces tout petits est énorme, la relation avec les parents, comme dans les écoles d'ailleurs, les parents s'immiscent de plus en plus dans ce système, et donc la relation avec les parents est parfois très conflictuelle, et donc face à ces salaires très bas, ce travail extrêmement exigeant et cette relation de plus en plus difficile avec les parents, il y a de moins en moins de personnel, comme dans l'enseignement, comme dans les EHPAD, donc la relation avec les personnes âgées. Donc, que faire pour améliorer la situation dans les crèches? Beaucoup d'entreprises ont fait ce choix de créer leurs propres crèches. Des grosses entreprises ont des crèches sur place dans l'entreprise. Les employés, quand ils arrivent le matin, déposent leur enfant, le récupèrent le soir en sortant du travail. Et donc, c'est un service supplémentaire fourni un petit peu aux employés. Mais évidemment, seules les grosses entreprises peuvent se le permettre. Donc voilà un nouveau sujet qui peut être intéressant pour le DALF C1 ou le DALF C2. Nouveau sujet, menu végétarien dans les cantines. La ville de Grenoble a décidé d'imposer des menus végétariens pour tous les élèves tous les jours. Donc cela implique que certains enfants ne pourront plus consommer de viande parce que malheureusement, le pouvoir d'achat étant en chute libre, le prix de la viande, du poisson étant extrêmement élevé en France. J'avais mis une petite fiche, je ne sais pas si vous l'aviez vu sur ma page Facebook, une étiquette de poulet, de blanc de poulet que je voulais acheter, je ne l'ai pas acheté. Le poulet était à 30 € le kilo. Comment voulez-vous que des familles puissent acheter
du poulet à ce prix-là quand elles ont un salaire très très bien. Donc en fait ces enfants, la cantine c'était le seul endroit où ils pouvaient encore manger de la viande parce qu'arriver chez eux, bah, le soir c'était pâtes et les choses les moins chères possibles. Donc cela remet en question la possibilité donc pour ces enfants d'avoir accès à des repas équilibrés et d'avoir accès à des protéines animales. La ville impose à tous les enfants un style de vie qui n'est pas forcément celui que veulent les parents. Moi personnellement, je suis consommateur de viande. Il ne serait pas question que je laisse mon enfant dans une cantine où il ne peut pas manger de viande. Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à la communauté, ce n'est pas à l'école ni à la cantine de décider si un enfant doit ou ne doit pas manger de la viande. Donc c'est un gros problème dans de plus en plus de communes qui sont toutes dirigées par des maires écologistes. Nous en reparlerons un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, notamment dans une vidéo que je vais vous proposer jeudi, une fiche argumentative justement sur l'élevage, où je parlerai de ces mouvements un petit peu extrémistes qui se développent de plus en plus en France, que ce soit les véganes, que ce soit les antispécistes, que ce soit les animalistes, qui imposent leur vision de l'alimentation à l'ensemble de la population sans leur donner le choix. Donc voilà un petit peu le point important de ce sujet sur les menus végétariens dans les cantines. Nouveau sujet dramatique, un enfant ukrainien qui qui venait d'Ukraine avec sa famille pour se protéger de la guerre, a été tué à Nice par une trottinette. Cet enfant avait 5 ans et donc il était réfugié à Nice. Et donc il était sur le trottoir, il a été percuté par une trottinette. Je rappelle que normalement les trottinettes ne doivent pas rouler sur les trottoirs. Et donc beaucoup de personnes demandent une transformation de la législation, des limites à poser. Il y a encore eu la semaine dernière un autre cas d'une trottinette qui a été flashée par la police, par les radars de la police, à plus de 110 km/h sur une route. Donc la personne avait trafiqué le moteur de sa trottinette électrique et roulait à plus de 110 km/h sur la route. Vous imaginez évidemment une personne en trottinette qui roule à 110 km/h et qui a un accident ou qui se fait renverser par une voiture, immédiatement, c'est la mort assurée pour cette personne. Donc il y a de plus en plus d'accidents en France avec les trottinettes. Ces trottinettes qui peuvent être accessibles sans permis, sans formation. Et donc il faut absolument que l'État mette en place des formations, des réglementations beaucoup plus strictes pour limiter l'encadrement et pour limiter l'utilisation de ces trottinettes qui représentent un danger extrême, non seulement pour les personnes qui sont dessus, mais également pour tous les personnes qui sont autour. Ces trottinettes étant électriques, évidemment, on ne les entend pas arriver, et donc elles sont extrêmement dangereuses. Dernier point de la semaine, les feux de forêt sur la dune du Pilat en Gironde. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette région, c'est une région magnifique qui est dans le sud-ouest de la France, donc au sud de Bordeaux. Je ne sais pas si vous voyez à peu près où est Bordeaux. Donc au sud de Bordeaux, vous avez la dune du Pilat, notamment une ville très touristique qui s'appelle Arcachon, juste à côté. Et donc à cet endroit, il y a énormément de touristes qui viennent l'été. Il y a énormément de campings où les touristes peuvent aller, des campings qui sont dans la forêt. Et cette forêt a presque complètement brûlé. Des touristes ont été pris au piège. Ils ont été obligés de fuir au dernier moment ces campings qui ont été dévastés par le feu.
Il y a notamment un camping très très célèbre en France, puisque c'est là qu'a été tournée toute une série de films qui s'appellent Camping, Camping 1, Camping 2, Camping 3, des films très humoristiques qui ont eu énormément de succès. Et donc ce camping est totalement détruit, comme beaucoup d'autres, par le feu. Et donc aujourd'hui, la dune du Pilat, qui est la dune de sable la plus importante d'Europe, c'est un lieu magnifique, un lieu magique. J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller et de le visiter quand il aura repris un petit peu de ses couleurs. Malheureusement, je pense que dans les prochaines années, ça va être compliqué. Alors, est-ce que ce feu peut être mis en relation avec le réchauffement climatique? Est-ce que ce feu peut être mis en relation avec le trafic qui se fait notamment auprès des personnes qui cherchent à exploiter la forêt, qui cherchent à exploiter les terrains qui sont constructibles, qui sont très riches, et donc en détruisant volontairement la forêt, ça leur permet de racheter des terrains à bas prix. Donc il est possible qu'il y ait une spéculation également sur ces feux qui sont malheureusement souvent volontaires, c'est-à-dire qui ont été allumés volontairement par des hommes, par des pyromanes. Donc comment peut-on lutter contre les incendies? euh, Malheureusement, ces incendies ils ont lieu un petit peu partout, non seulement en France, mais également en Espagne, au Portugal, en Italie, aux États-Unis en ce moment. La Californie souffre énormément de nombreux incendies. Le Portugal essaye de trouver des solutions pour améliorer cette situation. Peut-être que la France va prendre exemple sur le Portugal. La France, en tout cas, M. Macron nous a dit cette semaine qu'il allait développer encore plus le nombre d'avions qu'on appelle les Canadair, les avions qui sont utilisés, donc qui récupèrent de l'eau pour ensuite la jeter sur les feux. Donc la France va acheter plus de Canadair au Canada, puisque évidemment le Canadair est un avion créé par le Canada. Donc voilà pour ce sujet sur la dune du Pilat. J'en ai fini avec cette vidéo sur donc la revue de presse de cette semaine. Je vous proposerai d'autres éléments la semaine prochaine. Donc j'attends vos commentaires sur YouTube, mais également sur Facebook si vous souhaitez accéder à ces vidéos. Une seule solution possible, souscrire à ma chaîne. Et ici, pour ces vidéos, c'est la souscription la plus élevée à 14,99 €. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.